Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Bienvenue à toutes et à tous, c'est excellent, votre rendez-vous du dimanche 19h avec l'excellence française sur Sud Radio. C'est un immense écrivain, un poète, un peintre et un lauréat du prix Goncourt. Attention, l'œuvre littéraire de Tahar Ben Jelloun est traduite dans le monde entier, mais aujourd'hui, c'est un autre prisme que nous allons découvrir, Tahar, celui de la peinture. Du 8 avril prochain au 30 juin, le musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain à Rabat vous consacre une grande rétrospective intitulée Tahar Ben Jelloun, de l'écriture à la peinture, tout un programme. Bienvenue sur Sud Radio. Bonjour et merci de votre invitation. C'est excellent, crée le lien entre tous les créateurs, tous métiers confondus. Sa carrière est marquée par l'excellence et l'innovation dans l'hospitalité haut de gamme. Emmanuel Sauvage, vous êtes cofondateur du groupe Evoque Collection. Mais aujourd'hui, vous venez pour une toute autre raison. Vous venez il y a peu d'être nommé conseiller du commerce extérieur de la France par décret du Premier ministre François Bayrou. Ça aussi, c'est un programme. Alors, qu'est-ce que ça implique de s'engager pour les affaires publiques, pour le rayonnement de la France? Qu'est-ce que ça signifie pour vous? On va en parler évidemment. Bienvenue. Merci de cette invitation. Avec Bonjour. plaisir. C'est excellent, chères toutes et tous. Bienvenue chez vous. Alors, Tahar Ben Jelloun, je viens de le dire, on vous retrouve dès le 8 avril, cette grande exposition au musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain de Rabat, à Maroc. Tahar Ben Jelloun, de l'écriture à la peinture. Alors, je vais l'avouer aux auditrices, aux auditeurs, je connais vos écrits, je ne connaissais pas votre peinture, j'ai découvert et je trouve ça très très beau. Comment est-ce que vous avez orchestré tout ça? Quel est le parcours? Racontez-nous un peu cette exposition à venir. Oh, le parcours, c'est le hasard, parce que j'ai toujours dessiné, toujours griffonné, toujours fait des... Depuis très jeune, oui. Oui, depuis toujours. Et puis, il y a une vingtaine d'années, un ami m'a poussé un petit peu à faire de la peinture. C'est-à-dire, arrête de faire des petits trucs, maintenant tu vas prendre des grandes toiles, et tu y vas. Bon, j'ai improvisé, j'ai fait des choses. J'ai fait une première exposition à Rome, ensuite à Milan, ensuite à Marrakech, à Tanger, à Paris. Enfin bref, ça s'est développé assez vite. Et surtout que j'avais mon petit style à moi, mon monde à moi, qui est à moi, tout simplement. Oui, bah, clairement. Et c'est ce que toujours ils m'ont dit, bon, ben ça, on l'a pas vu avant. Donc c'est bien. Alors j'ai continué, j'ai persévéré, comme disait Spinoza. J'ai persévéré dans mon être, et tout en écrivant, parce que l'écriture pour moi est quelque chose de naturel, j'écris tous les jours. Oui, d'ailleurs, il y a 40 œuvres de ces dernières années, une sélection de manuscrits d'une dizaine de vos romans les plus marquants. Oui. Bon, évidemment, il y a votre prix Goncourt. Oui. Moi, j'écrivais à la main dans des grands cahiers. C'était pour moi un plaisir inouï d'écrire à la main avec un stylo à encre et tout. Ça fait bon, rêver. un jour, mon éditeur, il m'a imposé, il m'a envoyé un ordinateur. Un ordinateur. Il me dit, voilà, maintenant tu vas travailler comme tout le monde. Bon, depuis, bon, Et vous avez cédé? Ouais, pas tout à fait. Hein, j'ai cédé tout en ayant toujours sous la main un cahier où j'écris et des beaux stylos à encre. Et donc, bon, je continue, mais bon, parfois, c'est vrai que c'est très, très pratique, mais il m'est déjà arrivé de perdre un chapitre. Je n'ai jamais retrouvé. Ah, ça, c'est embêtant. Ah ben oui, mais ça, c'est pas écrit à la main, non. Ouais. Enfin bon, c'est une vieille histoire. C'est vrai que ça arrive pas. Bon, on peut perdre un cahier aussi quand on écrit à la main. Ça m'est arrivé aussi, Oui, mais bon, évidemment, il faut être tout le temps vigilant. Hein. Tahar Ben Jelloun, je vous coupe parce que vous avez découvert le dessin finalement avant même d'apprendre à lire et à écrire. Hein, c'est ça. Oui, parce que mon père avait une grande boutique où il vendait des épices. Il avait des papiers blancs. Et ce papier blanc invitait à l'écriture, à faire quelque chose avec. Moi, je ne savais pas écrire, mais je pouvais dessiner, parce que le dessin n'avait pas besoin d'aller à l'école pour ça. Et il y avait un gros crayon noir, un rouge, et je faisais des trucs comme ça. Mais bon, ça commençait comme ça. Mais j'ai continué, et même quand j'étais dans la prison militaire, il y a longtemps, j'arrachais les coquelicots, les fleurs et tout, j'ai frotté sur des papiers, et ça donnait des petites choses. Quelle vie. Alors, comme je le disais en introduction, vous venez aussi... c'est autre chose que vos mots tout de même, hein, puisque c'est votre peinture qui est mise à l'honneur aussi. Vous êtes un artiste complet, Tahar Ben Jelloun, du concours à cette exposition. C'est quand même en fait, finalement, c'est une autre manière de vous exprimer, mais qui a toujours été la vôtre. Mais qu'on découvre maintenant, quoi. Ça se répand, c'est-à-dire que j'ai écrit sur des choses un peu douloureuses.
Bon, sauf le dernier roman qui vient de sortir, là, Ils se sont tant aimés, qui est la suite des Amants de Casablanca. C'est plutôt une plongée dans la société moderne d'aujourd'hui à Casablanca. Et c'est moins douloureux que les livres sur la corruption ou l'immigration. Et de l'autre côté, j'aime la vie, j'aime la danse, j'aime le rire et j'aime la lumière. Alors la peinture est là pour ça. Alors justement, vous avez porté longtemps la douleur du monde dans vos romans, c'est ce que vous dites. Et là, c'est la lumière du monde que vous mettez en avant. Donc c'est un peu une renaissance quand même pour vous aussi. Ou alors finalement, c'est juste que ça a été là, mais que c'est pas ça que vous exprimiez avant. Non, c'est-à-dire le jour où j'ai fait la grande exposition à l'Institut du monde arabe, en 78, Jacques Lang m'a dit, il faut qu'on trouve un titre. Et je dis, bon, je sais pas, on va passer de la douleur à la lumière. C'est parti comme ça, après, évidemment. Et du coup, c'est un peu, ça vous suit, quoi, maintenant. Mais c'est un peu vrai, parce que j'ai une seule toile qui est tout à fait noire, parce que j'étais en train de peindre, je dirais, une grande toile sur la danse. Et c'était le 13 novembre 2015. Et pendant que j'ai peigné, quelqu'un m'a appelé, m'a dit, tu sais où sont tes enfants? Mes enfants sont grands, mais quand même, ils vont en concert. Chez eux. Il m'a dit, non, téléphone-leur tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, Bataclan, etc. Et là, j'ai tellement horrifié par ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu aussi. Je me suis précipité on n'habite pas loin de là où ça s'est passé. Et j'ai versé du pot de couleur noire sur la toile. Elle est présente dans l'exposition, cette toile? Non, parce que quand j'ai fait cette exposition à l'Institut du monde arabe avec cette toile-là, je me souviens, Bernard Pivot, qui était un grand ami, il m'a dit, j'aime tout sauf la toile noire. J'ai dit, c'est pas mon style, c'est un peu la colère du moment, parce que vraiment, franchement, la tragédie que des centaines de familles ont vécue est quelque chose de terrible et que je pouvais rien faire d'autre que de témoigner comme ça. Je sacrifie une toile sur la danse pour mettre quand même un point noir sur l'horreur que les familles ont vécue. Bien sûr. Alors, vous incarnez, Tahar Ben Jelloun, quand même un pont culturel aussi entre le Maroc et la France, ces deux pays, une double appartenance qui enrichit votre création, qui nous fait connaître à nous ces cultures, et puis aussi d'un point de vue plus international, un peu à tout le monde. Finalement, vous êtes un peu ambassadeur de ces deux pays. J'ai pas de voiture ni de chauffeur. ni de secrétaire. Mais non. Ambassadeur culturel, ça vous va? Oui, non, ça ne veut rien dire tout ça. Moi, j'aime beaucoup mon pays. J'ai longtemps été opposant à l'autre régime. Et avec Mohamed VI, je suis vraiment très, très admiratif pour ce qu'il fait. Il fait beaucoup pour le Maroc et je défends ce pays et je défends ce qu'il fait. Donc, je le fais naturellement, hein. Je n'ai aucun intérêt à ça. Je suis normalement admirateur d'un travail qui est fait en profondeur et qui a modernisé le pays. Donc forcément, je l'admire et je transmets mon admiration aux uns et aux autres. Quand il y a eu la crise récente entre le Maroc et la France, ça c'était douloureux parce que quand même, on s'est retrouvé dans une situation où c'est comme un couple fâché, ils ne se parlaient plus. Alors là, il peut écouter une fille, rien. Mais j'ai dit, c'est pas possible, il faut absolument... Mais c'est vous vous faites partie des gens qui font que ce lien est tissé et valorisé et qu'il existe encore, quoi. Oui, enfin, je suis parti disons que oui, bien sûr, dans ce lien, et j'ai participé à ma modeste part pour que la réconciliation ait lieu. Mais c'est normal, parce que... Parce que les deux cultures sont en vous aussi, Tahar. C'est ça que je veux dire. Vous savez, au Maroc, on n'a pas eu de colonisation. La France a été un protectorat, un peu minable, mais un protectorat. Non, c'est-à-dire que c'était pas extraordinaire. Mais il n'y a pas eu de guerre, on n'a pas égorgé les uns les autres, il n'y a pas eu le sang qui a coulé, même s'il y a eu des incidents, bien sûr. Ça n'a rien à voir avec l'Algérie, quand même, 8 ans de guerre horrible, avec 1 million de morts. Non, ça n'a rien à voir. Nous, on n'a pas on n'a rien à reprocher à la France. Notre passé est bien. C'est l'amitié qui connaît de temps en temps des moments difficiles. Mais aujourd'hui, j'insiste un peu, parce que vous êtes quand même reconnu comme un artiste franco-marocain, Tahar Ben Jelloun. Oui, bien sûr, parce que je suis français et marocain. Vous êtes autant français que marocain. Je suis les deux, et donc vous faites rayonner les deux cultures à travers vos écrits. Moi tout seul, non. Vous faites partie des éléments. On est plein de gens, il y a beaucoup de monde. Il faut voir. Mais oui,
mais pas trop de modestie, ça va pas non plus. Vous êtes comme un grand écrivain prix Goncourt et un grand peintre, Tahar Benjelloun. Si vous le dites. Je le dis, je l'affirme, c'est excellent d'ailleurs. Alors on va parler de rayonnement justement, Emmanuel Sauvage, vous qui avez toujours placé l'hospitalité, l'art de vivre au cœur de votre vision globale, du luxe aussi, puis de votre vision en général. Cette culture, au même titre que le savoir-faire français, ça a un rôle prépondérant dans cette histoire de rayonnement international, vous qui êtes maintenant au commerce extérieur, attention. Oui, bien sûr, la culture est très importante et c'est vrai qu'elle participe beaucoup au rayonnement de la France. Moi, je suis dans un domaine qui est le tourisme et c'est vrai que, notamment, si on ramène juste à Paris, si on n'avait pas toute cette programmation culturelle, en fait, on va dire que elle est très importante et c'est ce qui met la place de Paris aussi. Sinon, en fait, Paris vit de son passé. Donc, en fait, vit beaucoup de son passé et c'est vrai que c'est grâce à la culture et grâce à toute cette programmation riche de l'ensemble on va dire des musées ou des lieux d'exposition qui se passent, et concerts, programmation générale, en fait, que Paris est Paris aujourd'hui, et Paris a une grande place au sein justement du tourisme mondial par rapport à ça. Donc c'est ça aussi qui crée l'engouement global, mais ça c'est presque historique, j'ai envie de dire, comme vous le dites vous-même. C'est historique, mais c'est ce qui permet, heureusement justement qu'il y a cette culture, puisque c'est grâce à cette mixité de la culture qui est très très diverse en fait, donc du coup qui plaît à beaucoup de monde. C'est grâce à ça vraiment aujourd'hui qu'on a la chance de garder aussi sur Paris cette place touristique importante, parce que il est vrai qu'il faut toujours aller vers l'avenir. Je trouve que parfois on ne l'est pas assez, et du coup c'est aussi pour ça que moi je m'intéresse à tous les sujets sur le tourisme de demain, et notamment sur l'attractivité de la France, donc l'attractivité touristique, puisque c'est mon domaine de compétences, je ne vais pas parler des autres, et c'est vrai que c'est grâce à ça qu'on peut aussi, voilà, je pense que le monde de la culture et le monde du tourisme sont très reliés, beaucoup plus qu'on ne le pense. C'est bien évident et c'est excellent, bien sûr, vous le savez. Merci d'être au rendez-vous sur Sud Radio. C'est excellent avec l'écrivain, poète et peintre Tahar Benjelloun et le conseiller du commerce extérieur de la France. Attention, Emmanuel Sauvage, allez, restez avec nous, à tout de suite. Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Dimanche, ça rime avec détente et puis aussi avec excellence sur Sud Radio, vous le savez, d'ailleurs c'est excellent. Avec moi ce soir, l'écrivain prix Goncourt, poète et peintre Tahar Benjelloun, qui est en rétrospective très incessamment sous peu, le 8 avril au musée Mohamed VI de Rabat au Maroc. C'est une exposition qui s'appelle Tahar Benjelloun, de l'écriture à la peinture. Nous sommes également avec le conseiller du commerce extérieur de la France, Emmanuel Sauvage. Alors Emmanuel Sauvage, vous venez d'être nommé par notre Premier ministre au sein des conseillers du commerce extérieur, ça s'appelle les CCE. Voilà. C'est un réseau d'experts en commerce international, donc vous, votre part, vous l'avez dit, c'est le tourisme, l'attractivité touristique, et vous participez activement à la promotion aussi et au développement des entreprises françaises à l'international. C'est ça, je me suis pas trompée? Oui, c'est ça. Alors pour moi, c'est tout récent. Puis ça fait 1 mois et demi, vu qu'on a changé de Premier ministre plusieurs fois dans l'année. Et si ça change encore, vous restez ou pas? Oui, on reste, mais du coup, c'est un petit peu plus long. Les processus ont été un peu plus longs. Ça peut changer encore, dans les candidatures, donc c'est vrai que donc on vient juste d'être nommé en fin février. Et alors, expliquez-nous quel est votre rôle précisément alors. Alors, c'est un rôle bénévole. Il y a à peu près, je crois, 4500 conseillers du commerce extérieur de la France à l'international dans 152 pays, et donc c'est vrai que c'est des relais, des liens pour justement accompagner les entreprises françaises à se développer à l'international, et aussi pour, dans l'autre sens, pour accompagner donc l'attractivité de la France dans tous les sens du terme en fait. Donc après, bien évidemment, ça se répartit dans différentes commissions et dans différents secteurs, et en fonction de son expertise, voilà. Et il y a aussi des champs qui sont très importants. Il y a ce champ-là, et il y a aussi, je pense aussi, ce qui est très important, c'est aussi, on va dire, au niveau des pouvoirs publics, justement, avoir des actions au niveau des pouvoirs publics, mais aussi, ce qui est pour moi très important, c'est la transmission. Donc c'est la transmission auprès des jeunes, justement, pour travailler à l'international, pour justement être dans l'entrepreneuriat à l'international. Et je pense que c'est très intéressant, justement, par rapport à toutes les cultures, par rapport aux différents droits, par rapport... Et bon, moi, je sais que quand on est arrivé sur différents pays européens déjà, c'est vrai qu'à chaque fois, je trouve que c'est vraiment passionnant, et c'est bien d'être accompagné aussi par, justement, d'autres personnes qui connaissent, qui ont déjà vécu ça. Donc du coup, ça évite d'être seul quand on est, alors on peut faire partie d'une multinationale, mais il n'y a pas que des multinationales, il y a aussi beaucoup de petites et moyennes entreprises en France et à l'étranger, et donc qui se développent aussi. C'est d'ailleurs notre premier terreau d'emploi, il faut le dire. Premier terreau d'emploi, voilà. Donc c'est très important aussi et puis aujourd'hui, on n'est pas franco-français de toute façon. Je veux dire, dès qu'on voilà, on veut monter une entreprise, c'est quand même très important
toute façon, pour moi, il faut toujours voir grand. Donc, de toute façon, voir grand, c'est pas voir qu'en France, c'est voir en Europe et à l'international. Je pense que ça se fait par étapes ou en fonction de ses domaines d'activité. Et je pense que c'est essentiel aujourd'hui. En tout cas, il faut accompagner un maximum les entrepreneurs. Et puis, il faut aussi travailler à l'attractivité de la France. Des choses. Je pense qu'il y a du travail. Alors, c'est quoi les premiers points, par exemple, auxquels vous pensez qu'il faut faire évoluer ou valoriser plus ? Je ne veux pas m'épancher là-dessus, mais c'est vrai que... un petit peu. Non, on n'est pas là pour ça. Non, je pense que c'est vraiment important, justement, c'est d'avoir une vision et travailler à la vision. Puisqu'aujourd'hui, et souvent, que ce soit dans l'entreprise, ou dans les pays, la vision est souvent une vision court ou moyen terme. Je pense qu'il faut vraiment travailler à la vision long terme pour justement avoir un cahier des charges qui puisse activer tout ça. En fait, dès qu'on a des... Genre, si on revient sur le nucléaire, il y a 5 ans avant, il fallait revenir en arrière, repartir, revenir. Pour moi, c'est vrai que c'est extrêmement important d'aller toujours très loin, d'avoir une vision très lointaine. Sur le tourisme, c'est pareil. Il faut aussi se poser toutes les questions. Quel sera le tourisme de demain? Quelle sera la place de l'avion? D'une modification bien évidemment de la place de l'avion, comment on voit ce tourisme de demain, il doit être plus responsable, mais bien évidemment si on parle de la France, c'est quand même qu'un tout petit pays, et c'est vrai que nous on a une vision notamment sur tout l'environnement et tout qui est beaucoup on a l'impression d'être très grand, mais on a l'impression d'être très grand, mais oui, c'est vrai, c'est souvent ce qu'on nous fait croire. On est quand même tout petit, même si on avait une grande place avant, on est quand même tout petit, et c'est vrai que quand on parle d'environnement, si on est en lutte contre les États-Unis ou de la Chine, ce qu'on fait, c'est une petite goutte d'eau. Après, bien évidemment, c'est les petites gouttes d'eau qui font avancer. Mais c'est vrai que je pense que c'est très important, en tout cas, de s'implanter un petit peu partout. Aussi, pour nos entreprises, si elles veulent se diversifier et si elles veulent avoir une place, parce que je répète que on est dans un monde très international, comme on le sait tous, et c'est vrai que c'est aussi pour la limitation des risques qui est très importante aussi d'être dans différents territoires. Ouais. C'était très important, on verra. D'accord, mais du coup vous vous basez aussi sur votre propre expérience puisque vous êtes en plein développement à l'international avec le groupe Evoque Collection. Est-ce que justement ce savoir-faire que vous avez acquis au fur et à mesure des années à la direction d'un groupe, c'est évidemment, c'est même pas évidemment un apport à votre vision globale? C'est un apport et puis surtout c'est votre transmission. Oui, alors, dans la transmission et en même temps, je trouve que le partage entre tous est très important. Moi, j'adore justement rencontrer beaucoup de personnes qui sont d'ailleurs dans d'autres champs, dans d'autres domaines d'activité, justement qui peuvent être dans le luxe, mais dans le luxe, il y a plein de choses. Et justement, je trouve que ce qui est très enrichissant, c'est le partage, justement, d'éviter de dans son domaine d'activité, sauf quand on est dans la transmission, bien évidemment, mais quand on est justement dans tout ça, c'est dans le partage. Et je trouve que ce partage, que ça soit sur toutes les activités économiques, est extrêmement enrichissant. Et justement, c'est ce qui nous permet d'avancer, d'avoir une vision aussi beaucoup plus forte dans son propre champ de compétences, puisqu'en fait, c'est grâce à quand on se nourrit des autres domaines d'activité, justement, on peut mettre en place des systèmes qu'on n'aurait pas forcément pensé parce que c'est pas dans nos habitudes. Et je pense que ces échanges sont extrêmement importants. C'est l'ouverture, c'est l'ouverture à différentes cultures. On parle de culture, mais la différente culture par rapport au pays. Et même en Europe, les cultures sont très différentes. Genre, on en teste tous les jours, on a l'impression d'être voisins et identiques. Mais on est très différents aussi des Belges, des Suisses ou des Anglais, etc. On se rend compte tous les jours. Non, mais c'est vrai, quand on se développe, on se rend compte de ça, et c'est vrai que c'est très important, justement, je pense, d'être accompagné par des personnes qui connaissent déjà tout ça. Alors, je vous cite Emmanuel Sauvage, vous avez dit le luxe, c'est la conjonction de la qualité de la marque et du service, mais aussi, et ça je le rajoute parce que vous le dites aussi, de l'importance de l'ouverture, justement cette ouverture dont vous parlez, et de la transparence. Vous êtes défenseur de ça, d'un luxe plus accessible et plus ouvert qui permet de faire que tout le monde puisse vivre sa propre expérience. Alors, j'aime pas du tout le mot luxe accessible, parce qu'on dit plus accessible. Alors parfois, parce qu'en ce moment c'est très à la mode en mode de dire le luxe accessible, mais justement c'est ni luxe ni accessible, c'est du luxe accessible. Le luxe n'est pas accessible par définition. Non, voilà. En revanche, l'expérience, justement, peut-être, ce qui est très important pour moi, c'est je dis toujours que le luxe doit compenser, et en fait, il ne doit pas y avoir de barrière entre les différentes personnes. C'est-à-dire qu'en fait, on peut très bien avoir une expérience de luxe différentes expériences de luxe. Quand on va moi je parle d'hôtel, puisque on est là-dedans, je veux dire, là, par exemple, si on n'a pas les moyens de se payer une chambre à 1 000 euros, 1 500 euros, il y a plein d'autres expériences. On peut très bien avoir une expérience au bar, qui est à des tarifs beaucoup plus abordables, mais justement, c'est-à-dire qu'on doit avoir cette expérience, accéder donc ces différents types d'expériences dans nos maisons, mais du coup on peut avoir accédé à une expérience du coup qui est, au lieu d'aller dans un bar standard, dans un bar de luxe, justement c'est une expérience différente, et je pense que c'est très important justement de pas opposer et que tout le monde on puisse
essayer au maximum d'avoir des expériences. Et par exemple aussi, je trouve que c'est extrêmement important aussi dans la compensation. C'est-à-dire quoi, on doit aussi on doit participer à l'éducation, on doit accompagner, et justement le luxe fait rêver aussi. Donc quand on est jeune, et pourquoi je dis ça, c'est parce que je reviens vraiment sur la transmission, mais dès les enfants, on va dire les plus jeunes, que voilà, il y en a qui n'ont pas du tout, bien évidemment, qui peuvent pas vivre ces expériences. Ce qui est très intéressant, c'est de partager, justement, c'est d'éduquer. On va dans des foyers, dans des écoles en banlieue pour justement éduquer sur le goût. Et justement, c'est aussi faire naître des vocations, puisque on peut travailler aussi dans ces établissements. Quand on travaille dans ces établissements, on côtoie autre chose. Et je trouve que le luxe aussi, c'est le rêve. Et ça permet de rêver. Et en fait, je trouve que rêver, c'est très important, surtout aujourd'hui, dans nos mondes un petit peu plus durs. Tahar Benjeloun, cette transmission, cette ouverture, cet esprit de volonté de participer à l'éducation, de transmettre, etc., dont nous parle finalement Emmanuel Sauvage, on pourrait tout à fait coller ce qu'il raconte sur le luxe à votre ouverture, vous, dans votre transmission de la culture, des mots, de vos images, etc. D'abord, je trouve que la France est un pays qui accueille énormément, qui est un pays d'ouverture, c'est-à-dire que c'est un pays qui traduit énormément, ce qui n'est pas le cas actuellement ni aux États-Unis ni dans certains pays européens. La traduction dans les éditeurs c'est un secteur à part qui est très important. Les États-Unis traduisent pour tous les pays du monde 3%. C'est rien. C'est ridicule, ouais. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une telle idée d'eux-mêmes qu'ils n'ont pas besoin des autres. Et là, je reviens à la culture et au voyage et aux autres pays. La langue française souffre d'une chose terrible. Elle manque d'amour, elle manque de soutien. Et de plus en plus, elle est comment dire, elle est un peu négligée. Par les Français eux-mêmes, d'ailleurs. J'ai déjà vu des responsables politiques français à l'étranger s'exprimer en anglais, pas du tout en français, alors qu'ils étaient représentants de la France. Enfin bref. Et ça, la culture, si on la défend pas par les moyens, elle meurt lentement. Elle meurt, ou alors elle va ailleurs, ou se transforme, etc. Donc il y a ça. Et puis pour le tourisme, on devrait peut-être communiquer au peuple français l'importance économique de ce tourisme, et qu'il sourit un peu plus. On va leur apprendre de sourire. Chez Sud Radio, on rigole. Non, mais il y a très bien accueilli. Non, mais il y a des cours du soir, on apprend à sourire. Mais je suis tout à fait d'accord. En plus, c'est la base, en fait. De toute façon, on doit être... voilà, on est une terre d'accueil, donc on doit être accueillant. Mais c'est contradictoire, parce qu'ils accueillent, mais en même temps, on n'est pas vraiment... Alors justement, c'est un échange passionnant qu'ont mes deux invités. Vous restez avec nous, c'est excellent sur Sud Radio, avec celles et ceux qui font bouger les lignes. Vous êtes en compagnie de l'écrivain, poète, peintre Tahar Benjeloun et du conseiller du commerce extérieur de la France, cofondateur du groupe Évoque, collection Emmanuel Sauvage. Vous restez là, nous on revient. Sud Radio, c'est excellent. Judith Belair. Merci de votre fidélité à Sud Radio. Chaque dimanche à 19h, c'est votre moment d'échange privilégié autour de l'excellence. Et c'est excellent, évidemment. À mes côtés, l'écrivain prix Goncourt, poète, peintre, Tahar Benjeloun pour son expo. Tahar Benjeloun de l'écriture à la peinture. C'est au musée Mohamed VI de Rabat au Maroc et c'est dès le 8 avril. Et puis on est avec Emmanuel Sauvage, qui est cofondateur du groupe Évoque Collection et puis tout nouveau conseiller du commerce extérieur de la France. Alors Tahar Benjeloun, quand même, en 1987, on va en parler un peu. Vous avez reçu le Goncourt pour votre roman La Nuit Sacrée, sublime livre que je recommande à tous et à toutes. C'est une suite de L'Enfant de Sable qui vous avait déjà fait connaître. Et alors ce qui est intéressant, c'est que c'est une réflexion sur l'identité et sur l'appartenance qui prend tout son sens actuellement dans ce monde globalisé dont on parlait à l'instant et où cette identité culturelle est en train d'être questionnée et redéfinie, j'ai envie de dire. J'étais un peu en avance sur le problème du genre. C'est ça. Ben oui, parce que je suis le grand-père du problème. Vous êtes le grand-père du problème du genre, d'accord. Oui, parce que c'est exactement ça. C'est l'histoire d'un père qui détourne la sexualité de sa fille pour en faire un garçon. Ouais. Et en fait, c'est pas la volonté de la fille. Et après, dans le deuxième roman, la fille va reprendre sa revanche, elle va devenir femme, et elle va évidemment vivre sa condition et son identité. Mais c'est évidemment une métaphore sur le détournement qu'on peut faire des cultures et des personnes. Et c'était ça. Mais bon, l'époque a beaucoup changé depuis, et aujourd'hui, finalement, je vois de plus en plus de personnes qui
et qui aborde ce problème avec sérénité, et c'est mieux, c'est tant mieux. Parce que bon, moi je me souviens à l'époque, j'avais reçu l'amie d'une amie qui est venue presque en larmes me dire, vous savez, je suis dans un corps d'homme et je suis femme, qu'est-ce que je dois faire? Je dis, écoutez, je ne sais pas. Et elle était sincère, la pauvre, elle pleurait parce que on ne pouvait pas lui dire, non, tu dois être. Non. Et c'était un vrai sujet. Et avoir le choix aujourd'hui, c'est important du coup, parce que vous êtes initiateur de ce questionnement, mais on est dans une société qui a évolué et qui donne le choix. Enfin, en tout cas en France. Le choix jusqu'à une certaine limite. Pas aux États-Unis, on peut dire. Mais c'est difficile parce qu'il faut accompagner ces personnes. Parce que c'est difficile parce que on change de corps, d'être, de vision des choses. Il faut les accompagner. Il ne faut pas les laisser comme ça dans la nature. Et les respecter aussi et les aimer. J'ai une amie qui est dans la fille est en train de ça, elle accompagne partout. Ouais. Et c'est l'amour, c'est ça l'amour. Bah, c'est ça le langage universel, j'ai envie de dire. Emmanuel Sauvage, cette authenticité que vous défendez, etc. En fait, c'est aussi l'affirmation de soi dont on parle. En général, c'est-à-dire que par exemple vous, je sais que dans vos hôtels, quand vous accueillez quelqu'un, quand vous embauchez quelqu'un, faut pas forcément qu'il soit sorti d'une école, etc. Ce qui est important, c'est son engagement personnel, comment il se positionne, son envie aussi. Alors en fait, je reviens sur le sujet du sourire. Parce que ça va avec en fait. Parce qu'en fait, quand on est heureux, on sourit. Donc en fait, justement, tous ces gens qui ne sourient pas quand ils accueillent, c'est que je pense qu'ils sont pas au bon endroit, ils sont pas à leur place. Et donc ça, pour moi, c'est la base de la base, puisqu'en fait, justement, je pense qu'on doit, dans nos recrutements, dans nos jeunes, dans tout ça, il y a une grosse évolution de la société. On doit la suivre, cette évolution aussi de la société. C'est-à-dire que ce qu'on imposait il y a 15 ans, ou ce qu'on demandait il y a 15 ans, ça ne se fait plus aujourd'hui. Il faut aussi suivre cela. Il faut pas rester dans des carcans, justement, anciens. Et c'est vrai que je pense que nous, c'est vrai qu'on prend différentes personnes issues un petit peu de tout type de la société, de tous horizons, puisque de toute façon, il y a aussi, il faut se dire clairement des pénuries, donc il faut travailler différemment pour justement, parce que ces métiers ont été des métiers très dévalorisés pendant des années, les conditions de travail ne sont absolument pas ce qu'on décrit aujourd'hui, puisqu'en fait on reparle toujours d'il y a 30 ans, 20 ans, 15 ans. Mais aujourd'hui ça a vachement changé. Ça a beaucoup changé, c'est plus du tout ça, et c'est vrai qu'on pâtit toujours de ça. Mais c'est la base, justement, c'est en fait, quand on parlait d'accueil et de tout ça, c'est-à-dire que la notion, c'est déjà de bien-être au travail. On parlait de bien-être on parle de bien-être dans le corps, d'accompagnement, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que plus on est, plus, je veux dire que plus les personnes sont, on va dire, on est en corrélation avec qui on totale. est. Déjà, ils sont en corrélation. Il faut que, je pense que le jeune d'aujourd'hui qui commence à travailler ou qui cherche un job dans nos métiers, il doit avoir, on parle toujours de sens. Alors, entre guillemets, ce que je trouve parfois c'est complètement dévoyé aussi ça. Mais en fait, c'est vrai qu'on est aligné. Si on est aligné, on est en pleine, on est bien. Si on est heureux et si on est passionné ou si on aime ce qu'on fait, je veux dire, ça se transmet. Et c'est valable pour tous nos métiers. Donc qu'on aime. Et en fait, justement, nous, ce qu'on aime, c'est faire plaisir. En fait. Donc moi, la plus belle des récompenses, c'est quand sur des moments, si on est là sur des moments de vie sympathiques, beaucoup, parfois aussi des moments de vie très durs. Et justement, c'est un accompagnement, et je trouve que si on aime ce qu'on fait. C'est l'histoire de l'amour et du soutien dont nous parlait tard à l'instant autour de la langue française. Bien sûr. Et je trouve que c'est très important en fait. Et donc en fait, ces jeunes, c'est pour ça que je disais qu'il fallait commencer tôt, fallait accompagner tôt, puisque si c'est un travail aussi qui se fait très très tôt dans l'éducation, dans l'accompagnement de l'éducation. Et c'est pour ça que je disais que le luxe aussi ne doit pas se renfermer sur le luxe, il doit être très ouvert, il doit justement accompagner aussi tous ces enfants, en tout cas les enfants, les jeunes, pour justement, c'est tout un travail, parce que c'est sûr que si tu arrives à 20 ans, que tu ne connais absolument rien des codes, donc là ça va être dur. Après, il y en a beaucoup, moi ma plus grande des fiertés justement, c'est de voir ces progressions, et donc justement, et de voir justement qu'ils sont heureux d'avoir progressé, et je pense que c'est très important aujourd'hui justement de pouvoir faire progresser tout le monde et accentuer. Mais je pense que tout ça dépend aussi de comment quand je dis s'occuper, mais si c'est ça, comment on s'occupe, comment on accompagne nos collaborateurs, parce que je pense que c'est très important aujourd'hui. Moi j'aime beaucoup ça en fait, j'aime toute cette partie sociale. Donc c'est sûr ça s'entend. Voilà, mais je pense que c'est très important, et si on veut justement
que tous ces métiers du tourisme, voilà, si on est passionné par ce qu'on fait, alors tout le monde ne l'est pas, mais on peut être. Mais je veux dire, si on est heureux, en tout cas toute la journée, déjà il n'y a pas de raison de ne pas transmettre son bonheur. Voilà. Tiens, ça résonne chez vous, ça, Tahar Benjeloun, parce que transmettre, c'est un peu ce que vous faites en permanence, quoi. Hein? J'essaie en tout cas d'aller dans les écoles pour parler des choses importantes de la vie, quoi. Mais par votre acte de création en premier lieu, j'ai envie de dire aussi. Oui, mais j'ai déjà parlé de la peinture à des enfants. Ouais. J'ai déjà fait de la peinture avec des enfants. Et ben ça c'est très simple, ils adorent ça d'ailleurs, parce que finalement il faut pas aller dans des grandes écoles pour ça. Il y a bien sûr un minimum à avoir, mais la peinture ça s'impose à soi. C'est-à-dire que et puis il faut aller beaucoup dans les musées, il faut regarder, il faut apprendre à regarder. Moi j'ai appris à regarder tout seul comme ça, et quand je rentre dans une galerie ou dans un musée, j'apprends. Il y a des choses pour lesquelles je suis sensible, d'autre part. Et quand il y a quelque chose qui ne me plaît pas, je me dis pourquoi, je me pose des questions. Et je fais quand même une différence entre la création elle-même et puis le marché de l'art qui peut parfois être très très spécial, très incompréhensible, disons, incompréhensible. On est sur de la spéculation aussi beaucoup dans le marché de l'art en ce moment. Oui, mais bon, il y a des... Moi, je trouve que c'est comme chez les chanteurs, s'ils n'ont pas de voix, ils ne peuvent pas chanter. Enfin, il faut avoir un minimum de talent pour communiquer ce qu'on veut faire. On peut tomber sur des choses ardues, bien sûr. Bon, ben, écoutez, Bacon, c'est ardu, et je le mettrais pas chez moi, même si j'en avais les moyens. Non, mais j'admire. C'est hyper complexe, c'est magnifique, mais c'est vrai que c'est... C'est bon, mais quand je suis devant un tableau de Turner, je reste de... Quel peintre vous mettriez sur votre mur si vous aviez le choix, comme ça? Comme ça, on m'offre une toile. Turner, bien sûr. Turner, après viendra Van Gogh pour une ou deux toiles, et puis après Matisse. Et Giacometti, que j'aime beaucoup, eh bien, il m'angoisse. Mais j'adore. J'ai écrit sur lui, d'ailleurs. J'ai écrit sur sa sculpture et même sur ce qu'il est. Mais la peinture, pour moi, c'est un moment de la création où il y a le rêve, où il y a la réalité qui est à côté de la réalité. La réalité ne doit pas être envahissante. Il faut qu'on sache que la réalité, elle est complexe et elle est ouverte sur autre chose. Et que ça permet aux gens de vouloir dire quelque chose, de passer à l'acte et de nous donner ce qu'ils ont dans les tripes, mais sincèrement. Sans penser à... Sans chercher à se projeter après. Sans chercher à faire comme les autres. Non. Un artiste n'a de valeur que s'il est original et qui est seul à faire ce travail-là. Donc cultiver sa différence, c'est une force. Sa différence, c'est son style, ce qu'on appelle le style, ce que Louis-Ferdinand Céline appelle pour les écrivains. Il y a un écrivain de style qui a du style, une fois par siècle, il pensait à lui, évidemment. Pas à Proust, mais à lui. C'est discutable. Lui, évidemment. Non, mais lui, il pensait à lui-même. Bien sûr. Disons qu'au XXe siècle, quand même, on a une poignée de très grands poètes, très grands écrivains. Bien sûr. Céline en fait partie, mais bon. Oui. Même s'il était discutable d'un point de vue humain. Allez, c'est excellent sur Sud Radio, avec ceux qui créent, qui innovent, qui rassemblent. Ce soir avec l'écrivain, poète et peintre Tahar Benjeloun et le conseiller du commerce extérieur de la France, Emmanuel Sauvage. J'adore dire ça, Emmanuel. Allez, restez avec nous. Sud Radio, c'est excellent. Judith Belair. Merci d'être à l'écoute de Sud Radio, c'est excellent parce que créer du lien, c'est aussi donner du sens. Vous écoutez l'écrivain pré-Goncourt et peintre Tahar Benjeloun qui nous vient avec son expo. Tahar Benjeloun de l'écriture à la peinture, c'est au musée Mohamed VI de Rabat pour les chanceux le 8 avril prochain. Puis Emmanuel Sauvage, le cofondateur du groupe Évoque Collection, devenu nouveau conseiller du commerce extérieur de la France. Alors vous avez un point commun tous les deux, si ce n'est plusieurs. Tahar Benjeloun, vous avec vos écrits, vous ouvrez des fenêtres sur des réalités sociales complexe, souvent à l'intersection d'ailleurs de l'Occident et de l'Orient. Et vous, Emmanuel Sauvage, dans vos créations hôtelières, vous faites aussi, vous tissez des liens entre différents héritages culturels. Donc vous vous retrouvez là-dessus sur cette espèce de multiplicité de cultures que vous avez. Et finalement, l'un et l'autre, vous racontez des histoires. Voilà, parce que vous racontez des histoires, alors différemment évidemment, avec beaucoup moins de talent pour nous. Mais finalement, ce qui marche, c'est ce qui touche au cœur, j'ai envie de dire, Emmanuel Sauvage. Moi, je pense que justement, quand on a tout,
Nos clients, on va dire qu'ils sont plutôt chanceux dans la vie. Ce qui est important, c'est l'émotion, c'est ce qui dégage. C'est aussi, quand on disait tout à l'heure, et l'émotion vraie. Ouais. Ce qui est juste, ce qui est vrai, ce qui est sincère. Et je pense que à partir de ce moment-là, c'est là où on commence justement à être différent. Ouais. Puisque sinon, et aussi ce qui est différent et hyper intéressant, parce qu'on parlait de différence tout à l'heure, mais c'est vrai que souvent tout se copie, mais c'est jamais la même chose. Une copie n'est pas l'original, même dans nos produits hôteliers. Même une copie est unique. Même dans nos produits, même dans des hôtels qu'on essaye de copier régulièrement, ils se copient tous les uns les autres. Et c'est assez drôle d'ailleurs de voir tout ça, et c'est assez drôle de voir si le succès est là ou pas. Donc c'est drôle, nous, la créativité est très limitée dans nos domaines. Et donc voilà, en tout cas, je trouve que c'est extrêmement important, cette sincérité, l'émotion qui dégage de tout ça, de nos métiers. Si on les faisait, ça se fait, beaucoup le font sans, et je pense que c'est aussi la différence. Tahar Benjelloun, on est finalement tous issus de ces maillages multiples dont on parle depuis tout à l'heure. Ben oui, bien sûr, on est traversé par plusieurs courants, plusieurs choses, et pour parler de ma peinture, c'est comme d'ailleurs pour mes livres, je donne à voir, je donne à connaître un certain nombre de réalités. Bon, je donne des exemples. Bon, le dernier roman, Ils se sont tant aimés, qui vient de sortir, qui est la suite des Amants de Casablanca. C'est sorti chez qui? Gallimard. Gallimard aussi. Et ce roman, il raconte l'histoire d'un couple dans le Casablanca d'aujourd'hui, moderne et en même temps avec un grand pied dans la tradition et les contradictions et l'hypocrisie, etc. Donc c'est un roman qui raconte une histoire, mais en même temps qui pose des questions et des problèmes. Par ailleurs, bon, quand je peins, je voudrais un peu débarrasser les gens de cette angoisse de la vie, tout ça. Et une des meilleures réactions que j'ai eues, ça a été de Jean-Claude Carrière, mon cher ami qui n'est plus de ce monde. Oui. Et Jean-Claude Carrière était venu à l'Institut du monde arabe pour la grande exposition qui avait eu lieu. Il est arrivé avec sa canne, il s'est mis au milieu de la salle, il a regardé toutes ces étoiles pleines de lumière, pleines de couleurs, il m'a dit « Oh, je me sens bien ». Ça, c'est pour moi une très belle critique, enfin, comme un bon commentaire. Et si quelqu'un me dit « Je me sens bien avec votre peinture », j'ai réussi quelque chose. Se sentir bien, c'est être... On a envie d'être avec cette lumière, ces couleurs, ces signes. On a envie qui nous accompagne. Ça, pour moi, c'est une réussite extraordinaire, si j'arrive à ça, que les gens me suivent. Et ben, évidemment, je ne suis pas un peintre qui a une histoire, mais... Excusez-moi. Je m'inscris pas dans... Vous savez, je veux dire un truc. J'ai candidaté pour les vitraux de la Notre-Dame de Paris. Oui. Pourquoi? Parce qu'auparavant, il y a 3 ans, j'ai fait les vitraux d'une église dans la Loire. C'est la Loire, dans le Mouzin. Oui. Et ce travail a été pour moi extraordinaire, parce que le premier artiste musulman qui fait des vitraux dans une petite église donnant sur la Loire, dans un tout petit village, ça a été pour moi quelque chose d'extraordinaire. Et après, je me suis senti les ailes poussées, vous êtes devenu un ange. Et j'ai dit, mais je me suis dit, j'ai avec moi 2 ateliers de verriers magnifiques, de très grands artisans formidables, les meilleurs de France. Je peux y aller. Je suis allé, et quelqu'un m'a dit, mais attends, tu oublies une chose, c'est Notre-Dame de Paris. Et toi, tu es musulman, quoi que tu le dises, même si tu peux faire un discours sur l'islam et tout ça, ça va être un handicap. Ça a été un handicap, bien sûr. J'ai pas été sélectionné. Et je l'ai dit, ils ont pris une femme très bien. Mais je la plains parce que, ça veut dire une artiste, je veux dire une artiste. Je la plains parce que moi, j'ai vu le travail à faire. Il y a 125 mètres carrés de peinture à donner. Eh ben. Elle est toute seule. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas ça à plusieurs artistes. Ça aurait été beaucoup mieux. 5-6 artistes, chacun va faire en tout cas, je ne sais pas si vous y êtes allé à Notre-Dame, mais c'est splendide. Hein. C'est grandiose. Mais ça a toujours été splendide. C'est un monument extraordinaire. Ouais. Et le design du mobilier est magnifique. Magnifique. Mais là, c'est...
Bon, on verra ce que ça va donner après. Bon, peut-être bientôt, on ne sait jamais. Peut-être qu'il y a de nouvelles églises qui sont en rénovation actuellement. Je crois la basilique de Saint-Denis aussi. Il y a des petites choses qui se passent. Moi, je suis preneur. Voilà. On lance un appel aujourd'hui à qui nous entend. Je fais des vitraux sans problème. Voilà. On nous reste peu de temps. Emmanuel Sauvage, juste quelques mots sur le fait que vous parlez beaucoup de l'audace, vous, et de la marge de manœuvre, comme des éléments clés de votre propre succès, en fait. Et l'audace, dans un secteur aussi confiné que l'hôtellerie, on imagine que c'est aussi ce qui a fait votre différence. Pour revenir sur cette idée de cultiver sa différence pour réussir. Si vous aviez un conseil à donner, par exemple, à quelqu'un qui voudrait suivre un parcours similaire, est-ce que ça serait celui-là ? Il faut oser, c'est sûr, puisque en fait, sinon on est dans des mondes qui sont quand même très stéréotypés, très convenu. Il y a rien. Bon, je trouve ça toujours très emmerdant. Donc, mais bon, ça. Parlons vrai sur Sud Radio. Voilà, c'est au sens. On se rejoint. Donc, je pense que c'est très très important toujours d'oser, et aussi, je pense, voilà, c'est essentiel d'être. Je disais tout à l'heure, il faut toujours voir grand, mais bien évidemment, c'est tout à fait normal que tu candidate pour Notre-Dame. C'était pour moi, voilà, il faut toujours. Moi, je pense que ça aurait été d'ailleurs audacieux, pour reprendre ce mot-là, de vous choisir. Oui, puisque je trouve que c'est la culture aujourd'hui. Voilà, on est multiculturel, c'est très important, et puis on peut revenir là-dessus. Je pense que ce qu'ils ont fait pour les Jeux Olympiques, c'est extraordinaire. C'est une réussite magnifique, il faut le dire et le redire. Cette France-là, je l'aime beaucoup. L'audace. Beaucoup d'audace là-dedans. Oui. C'était Danton qui disait ça, de l'audace. Toujours de l'audace, sinon en fait on s'ennuie. Oui. C'est vrai. Donc voilà. Il faut avoir de l'audace, il faut cultiver sa différence. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Il faut rester curieux, étonné, surpris. C'est ça. Voilà. Et vous auriez quel conseil? C'est un peu ça, c'est-à-dire qu'il faut toujours être curieux, il ne faut jamais avoir d'idées reçues. Il faut toujours se remettre en question tout le temps. Alors sans être, mais il faut toujours se dire comment je peux faire, ce que je peux. Voilà, moi je pense que la remise en question quotidienne est hyper importante, mais ça va avec la curiosité. Pour moi, je trouve que ça va avec la curiosité, puisqu'en fait, je pense que c'est l'essentiel aussi, la curiosité. Bien sûr, parce que c'est vrai que sans curiosité, on avance peu. S'ouvrir. Voilà. Si vous aviez un souhait l'un et l'autre, si vous aviez un souhait aujourd'hui, vous aviez un petit génie comme ça, Tahar Ben Jelloun, devant vous, qui vous disait, allez, je vous exauce ce que vous voulez. Comment dire? Alors, c'est compliqué là. Allez, comme ça, là. Allez-y, Emmanuel Sauvage. Comme ça, oui. Allez, le truc qui vous vient, le premier truc qui vous vient. Franchement, il y a quelque chose de très, 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 très important, que la paix revienne quand même. Que la paix, pas dans tout le monde, c'est pas possible, parce que l'homme aime la guerre. Déjà au Moyen-Orient. Moyen-Orient, c'est très important. Ukraine. Et après l'Ukraine, et qui nous débarrasse des fous furieux qui sont en train de massacrer l'humanité. Ah, ça c'est important à dire. Ils sont pas nombreux, ils sont 3 ou 4, mais ils massacrent l'humanité. Oui, je suis bien d'accord. Emmanuel, vous avez eu le temps de réfléchir? J'ai pas beaucoup d'audace, puisque du coup j'aurais dû parler en premier, on m'a piqué l'idée. De la paix. En fait, pour moi, je ne comprends pas la guerre. Donc, là-dessus, j'ai énormément de mal. Je comprends pas qu'on puisse faire du mal comme ça. Pour moi, c'est quelque chose qui est... Mais pourtant, c'est l'histoire de l'humanité. Oui, mais moi, j'aime pas la chasse déjà. Donc, vous pouvez imaginer le reste. Donc, j'ai du mal à comprendre qu'on puisse tuer une biche ou un... Voilà, donc pour moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment du mal à comprendre. Donc, moi, c'est bien évidemment pour la paix. C'est vrai que je pense très difficile à obtenir partout, et c'est vrai que je pense que c'est essentiel, et d'avoir un monde beaucoup plus apaisé. On serait très heureux d'être beaucoup plus apaisé, en fait. Voilà. D'accord. Et donc ça va passer évidemment aussi par la culture et par le plaisir. Tout à fait, la culture. Il faut miser sur la culture, absolument. Il faut qu'il y ait plus d'argent là-dedans, et de plus en plus d'argent, parce que ça devrait être le premier budget, vous pensez, avec l'éducation, non? L'éducation d'abord, et l'argent après. Qu'est-ce que vous en pensez, Emmanuel Sauvage? Et la culture après. Ah bah ça, vous savez, oui. Je sais, mais peut-être pas les auditeurs. Moi, je sais. Pour moi, je pense que c'est extrêmement important, et ça va avec l'éducation, parce que pour moi j'ai un souvenir, je vous parlais de moi, mais c'est vrai que j'ai un souvenir. Moi, j'étais au conservatoire, et c'est vrai qu'à une certaine époque, je crois avant d'être dans les toutes premières années, à 5-6 ans, je crois que j'avais l'histoire de l'art. Mais en fait, j'adorais ça, en fait. Et je trouve que plus on est jeune, justement, plus c'est hyper intéressant. Il y a plein de choses à faire avec la culture. Dans l'éducation et la culture, je pense qu'on est à rien de ce qu'on peut faire. Et c'est surtout hyper intéressant. Je vois les musées qui font pas mal de choses aussi pour les enfants. Donc je pense que c'est vraiment relié, l'éducation et la culture dès l'enfance.
mais très très jeune. Ok, merci beaucoup à tous les deux d'être venus. Merci à vous. Merci pour Manuel l'invitation, Sauvage, Charles. merci Tahar Benjeloun. Tahar Benjeloun, il est en exposition du 8 avril au 30 juin au musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain à Rabat. C'est Tahar Benjeloun, de l'écriture à la peinture. Si vous passez par là, je vous recommande fortement cette exposition. Et puis Emmanuel Sauvage, on peut retrouver toutes les affaires, toutes les histoires d'Evoque Collection. Pas sur Instagram. Voilà, sur Instagram notamment. Et puis je vous embrasse et je vous retrouve samedi 13h30 pour Parlons Femmes. Et puis un nouveau C'est Excellent bientôt. Puis merci à Juju qui réalise pour vous aujourd'hui. Bye bye.